45 ans, je suis originaire de Bretagne et je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Luxembourg et titulaire de la chaire de recherche en études parlementaires du Parlement luxembourgeois. Aujourd'hui, la démocratie parlementaire, je ne dirais pas qu'elle est concurrencée ou dépassée par d'autres formes de démocratie, mais ce qu'on constate, c'est que tous les systèmes politiques, à la fois les institutions, les acteurs et les électeurs, demandent d'autres formes de participation à la fabrication de la loi. Alors bien entendu, ce sont toujours les parlements qui sont officiellement ceux qui fabriquent la loi, qui la ratifient, qui la débattent, qui l'amendent, etc. Mais à l'exemple de l'Islande, le plus connu, dans une réforme constitutionnelle, dans la production de la loi la plus importante d'un État, à l'exemple de la Suisse, mais aussi à l'exemple d'initiatives prises dans les États baltes, par exemple l'Estonie, l'Union européenne s'est aussi interrogée sur est-ce que nous ne devrions pas introduire des instruments de démocratie délibérative et de démocratie participative, ce qui n'est pas la même chose. Le défi est très important pour l'Union européenne parce que, bien que dans ses premiers articles, l'Union européenne dit qu'elle est une démocratie représentative, etc., le régime politique de l'Union européenne n'est pas comparable au régime politique des États membres de l'Union européenne, qui sont des régimes au départ, ou pour la plupart d'entre eux, des régimes parlementaires classiques. Donc, le défi pour l'Union européenne est double. À la fois, il doit continuer à développer son régime parlementaire, tout en ayant une structure très particulière depuis la CECA, en fin de compte. Et en même temps, introduire des nouveaux instruments de démocratie dite participative et délibérative. Alors, la question s'est posée au moment de la création de l'initiative citoyenne européenne. Qu'est-ce que c'est cette initiative citoyenne européenne ? Est-ce que c'est un moyen que le Parlement européen peut utiliser comme une sorte de super pétition, puisqu'il reçoit des pétitions aussi, comme un Parlement classique, pour mieux influencer l'agenda politique de la Commission? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est vraiment un moyen de résorber, je ne partage pas cet argument-là, le déficit démocratique de l'Union européenne, parce qu'il faudrait-il encore définir ce que signifie le déficit démocratique. Et troisième chose, est-ce que c'est un moyen pour justement écarter le contrôle parlementaire qui se développe au sein de l'Union européenne, et ce au bénéfice de la Commission européenne. Alors, j'ai eu l'honneur, avec d'autres, de faire un rapport pour le Parlement européen que nous avions présenté en novembre 2015 au sein de la Commission des affaires constitutionnelles en séance publique, devant le vice-président de la Commission européenne, M. Timmermans. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Premièrement, que l'initiative citoyenne européenne, en raison des modalités de son organisation, de sa recevabilité et du calendrier, est un instrument qui ne peut pas fonctionner si on veut atteindre l'objectif de démocratie participative. En 2015, nous avions plus de 40 initiatives citoyennes législatives européennes qui avaient été organisées, etc. Et en fin de compte, la Commission n'en avait retenu que 2 à l'époque. Je ne parle que jusqu'en novembre 2015. Il y en a eu depuis encore rejeté. Donc on voit bien que l'instrument, par sa conception même, est pas impraticable, mais difficilement praticable. Et il est difficilement praticable par une forme d'ingénuité. Croire que les citoyens européens, comme ça, se leveraient en masse pour se saisir de cet instrument-là, c'était de faire fi de 200 ans d'histoire de la démocratie médiatrice, de la démocratie représentative. Ce sont des groupes d'intérêt, ce sont des ONG, ce sont des syndicats qui peuvent mobiliser, voire des partis politiques,
même si c'est interdit dans les initiatives citoyennes européennes, qui peuvent mobiliser les citoyens européens. Donc cette ingénuité a rendu encore plus difficile la praticabilité de l'initiative citoyenne européenne. Et puis, la troisième conclusion que nous étions amenés, c'est qu'en l'état, l'initiative citoyenne est surtout un instrument pour la Commission, pour recevoir de l'information et aussi pour en diffuser. Parce que les thèmes qui ont été proposés par les citoyens ne collent pas forcément au traité de l'Union européenne, aux compétences de l'Union européenne. On leur demande de faire des choses qui... Alors là, c'est tout à fait naturel. La Commission ne peut pas dire, on ne peut pas prendre d'initiative, les traités ne le permettent pas. Et en même temps, les quelques initiatives qui ont été retenues ou traitées, etc., là, on voit un effet plutôt de la Commission en disant, d'accord, vous nous avez saisi ça, et maintenant on va vous expliquer ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire. Donc plus qu'un instrument participatif, nous avons conclu que c'était un instrument d'information, mais du haut vers le bas. C'est assez curieux. Alors, est-ce que ça veut dire que cette initiative citoyenne européenne ne sert à rien? Non, pas du tout. C'est un premier apprentissage dans une réforme institutionnelle de plus grande ampleur pour l'Union européenne. Mais définir cet instrument comme l'alpha et l'oméga de la démocratie participative, ce serait absolument mentir à ses utilisateurs et à ceux qui voudraient l'utiliser. Dans cette affaire, le Parlement européen, là encore, comme dans d'autres dossiers ou dans d'autres pouvoirs ou d'autres initiatives, il a du mal en fin de compte à trouver sa place. Il ne sait pas si c'est une grosse pétition. Il voit bien qu'il est à côté du processus. Et puis, les groupes parlementaires et les partis politiques européens qui composent le Parlement ne peuvent pas participer à cette initiative. Donc, il y a quand même une difficulté à voir au-delà d'autres difficultés de modalité, même qui empêchent le Parlement européen de participer pleinement ou d'être un co-auteur ou un co-acteur de cette initiative citoyenne européenne. Moi, depuis que je suis étudiant, parce que quand on est professeur, on est un étudiant attardé d'une certaine manière, on étudie toujours et on est toujours confronté à des nouvelles choses. Depuis que je suis étudiant en première année, j'entends parler du déficit démocratique de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par déficit démocratique de l'Union européenne? Parce que, d'un côté, lorsqu'on regarde simplement l'architecture des traités de l'Union européenne, les institutions, le Conseil des ministres, la Commission, le Parlement européen, le Conseil européen, etc. Toutes ces institutions aujourd'hui relèvent des instruments classiques de contrôle de la démocratie parlementaire, de la démocratie représentative. Depuis 2014, la Commission européenne est investie par le Parlement européen. Et bien avant, chaque commissaire européen passait devant chaque commission parlementaire comme un gouvernement dans un État membre devant son Parlement national. Les ministres des conseils, ECOFIN, etc., ce sont tous des ministres responsables devant leurs parlements nationaux. Donc là, il y a bien un contrôle aussi. Les conseils européens sont constitués de chefs d'État et de gouvernement qui sont défaits par des élections ou confirmés par des élections. Le Parlement européen est même lui aussi l'expression d'un système, d'une élection démocratique. Alors, je suis gêné par la formalisation des traités et par la réalité même. À côté de cela, plus que parler de déficit démocratique, moi je retournerais d'apprentissage de nouveaux instruments et à un autre niveau que le niveau local, régional ou national. Bien entendu, on peut tous s'en désoler, on voit que la participation aux élections européennes diminue dans l'absolu depuis la première en 1979 jusqu'à 2014. Bien entendu, ça abaisse la légitimité du Parlement. Mais c'est un phénomène classique dans toutes les démocraties. Donc, plus qu'un déficit démocratique, je parlerais d'un retrait ou d'une méconnaissance de ce nouveau palier de la démocratie. Et puis, il y a un troisième point, par contre, qui là, on peut parler
de à-démocratie. Là, c'est plus... Et là, je reprends une expression de Pierre Rosanvallon dans un de ses bouquins, La contre-démocratie. Et ça, et là, c'est intéressant, parce que notre gouvernance européenne s'est trop focalisée soit sur les réformes institutionnelles, soit sur certains types de politiques publiques qui, même dans les systèmes politiques nationaux, n'intéressent pas les citoyens, ne sont pas compréhensibles par les citoyens, parce que les citoyens n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc le processus de la différenciation politique est identifié par Max Weber entre la professionnalisation et la participation au quotidien. Eh bien, une partie de la gouvernance européenne est une à-démocratie, c'est-à-dire qu'elle ne parvient pas à politiser certaines décisions politiques maintenant et à venir. Et puisqu'elle ne parvient pas à politiser, les citoyens ou les forces politiques disent « Ah, ça, c'est un déficit démocratique ». Non, c'est une à-démocratie, une apolitisation. Et malheureusement, cette apolitisation, et là, je donnerai un petit coup de patte à deux choses. Malheureusement, les derniers traités sur la gouvernance économique participent de cette apolitisation. Et c'est très mauvais pour l'Union européenne, pour la légitimité des institutions, pour l'état des démocraties, parce que de cette apolitisation se créent alors des forces politiques qui, eux, veulent l'hyperpolitisation et voire l'hyperdestruction en même temps. Et puis, je crois qu'il y a aussi plus que du déficit démocratique, cette à-démocratie, au sens de Rosanvallon, ce n'est pas ma matière, mais le lien, les concurrences actuelles, nouvelles, ou de nouveau entamées entre les différentes cours, la Cour de justice de l'Union européenne et les cours constitutionnelles des États membres. Là, nous avons un dialogue, ou même des affrontements, qui sont sur des questions fondamentales, mais qui sont sortis de la démocratie. Je ne veux pas dire que les juges constitutionnels allemands ou autrichiens sont adémocrates, non, puisqu'ils sont c'est même leur rôle c'est les gardiens de la démocratie dans leur système constitutionnel, et absolument pas de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais le fait, la nature de la structuration des débats entre les cours sur la gouvernance européenne, les fait sortir ou accélère ce processus d'adémocratie. Vous voyez, c'est plus complexe que cette simple tarte à la crème. Voilà, l'Europe, c'est le déficit démocratique.